Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée aux étudiants qui sont en études supérieures. Autant la première vidéo que j'ai faite sur cette thématique-là, normalement, ça a dû parler un petit peu au terminal parce qu'il y a des choses qui ressemblent à ce qu'on fait en terminal. Autant la deuxième partie, normalement, devrait un peu moins vous parler, sauf si vous avez un niveau vraiment avancé. Donc là, dans cette vidéo, l'objectif va être très simple. On va parler d'équations linéaires, différentielles linéaires d'ordre 2. Donc, équation différentielle linéaire d'ordre 2. Pour ce faire, c'est exactement la même logique. C'est-à-dire que on va d'abord essayer d'apprendre à résoudre des équations linéaires, des équations différentielles linéaires d'ordre 2, mais à second membre nul. Et après, on va voir les cas particuliers, donc avec les seconds membres, et un certain nombre de règles au préalable. Ok, bravo. Alors déjà, pour rappel, une équation différentielle d'ordre 2, je vais rappeler rapidement à l'oral, qu'est-ce que c'est? C'est une équation différentielle dont l'inconnu est une fonction y en général de la variable x, et qui va mêler au maximum une dérivée d'ordre 2, ok? Donc le plus grand ordre de dérivation c'est 2, et donc elle va mêler cette fonction, donc dérivée d'ordre 2, ainsi que la dérivée d'ordre 1 et la dérivée de f, ok? À chaque fois une certaine constante réelle, ok? Prêt. Et donc du coup dans un premier temps, l'objectif c'est d'apprendre à résoudre une équation différentielle homogène du second ordre, ok? Alors là, du coup, ça va pas être aussi évident que dans la précédente vidéo. C'est-à-dire, dans la précédente vidéo, normalement, la règle, vous avez évoqué quelque chose. Hein, on fait, donc, si vous êtes dans la forme y plus ay égale à 0, vous dites que la fonction kx associe lambda exponentielle moins ax, c'est solution de l'équation, pour lambda qui décrit r. Et puis voilà, ça se finit là. Pour une équation différentielle linéaire d'ordre 2, c'est un petit peu plus délicat. Il va falloir déjà qu'on pose ce qu'on appelle une équation caractéristique. Donc on dit équation caractéristique, mais parfois sur mes profs, on peut aussi parler de polynôme caractéristique. Donc c'est pour ça, bon, là, la définition, je parle avec l'équation caractéristique, mais peut-être qu'au fur et à mesure de vidéo, je parlerai de polynôme caractéristique. Donc soyez pas choqués si je change de terme, ça veut revenir à la même chose, dans l'idée. Ça revient à la même chose. Donc, pour cela, on va considérer A, B, C réel. Et donc A ici doit être impérativement non nul, sinon ça n'a pas de sens. On considère donc l'équadif suivante. Donc l'équadif, je vais appeler E. Donc qui est de la forme suivante. AY seconde plus BY prime plus C égale plus CY égale à 0. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Quand vous avez une équation différentielle qui est de cette façon-là, qui est écrite de cette façon-là. Alors je ne vais pas l'écrire E, je vais appeler H comme équation homogène. Et donc, quand vous avez une équation différentielle qui est de cette forme-là, AY seconde plus BY prime plus CY égale à 0, première étape, il va falloir qu'on résolve donc l'équation caractéristique. Ok. Et donc, on appelle, alors il y a deux façons de le dire, équation caractéristique associée à E. Donc cette équation caractéristique qui est associée à E, je vais appeler H, c'est l'équation suivante. Donc c'est l'équation grand X A grand X au carré plus B grand X plus C égale à 0. Ok, bravo. Donc vous reconnaissez ainsi une équation de degré 2. Et ça, a priori, l'équation de degré 2, vous savez résoudre. Alors, du coup, en général, donc ça c'est pour l'équation caractéristique. Si vous voulez parler de polynôme caractéristique, c'est exactement la même chose. On appelle polynôme caractéristique associé à H de polynôme suivant. Donc c'est un polynôme de degré 2. Donc le polynôme qui est de la forme A grand X carré plus B fois grand X plus C. Ok. Et donc ceci est un polynôme caractéristique associé à H. Donc là vous venez d'écrire votre premier polynôme. Alors les grands X, alors pourquoi on ne met pas des petits X comme on le fait habituellement quand on parle de polynôme en particulier? C'est parce que justement on parle de polynôme. Et donc les grands X ici que vous voyez là, ils ont un nom, on appelle ça des indéterminés. Ok, bravo.
Bon, une fois qu'on a posé les choses de cette façon-là, deuxième chose qu'on va rappeler, même si ce n'était pas l'objet du chapitre, mais il va falloir quand même qu'on le rappelle, on va parler de nombres complexes. Ok, bravo. Donc, nombre complexe, on fait un petit passage là-dessus, c'est important. Parce que sinon, si vous n'avez pas le passage, ça va être compliqué. Alors, du coup, si vous avez fait SP Maths, mais que vous n'avez pas fait Maths Expert, normalement, les nombres complexes, c'est quelque chose qui vous semble un peu imagé. Donc, on va rappeler la chose suivante. Donc, actuellement, dans l'ensemble des nombres réels, bah, il y a un certain nombre de choses que vous pouvez faire. C'est-à-dire que vous pouvez tranquillement ajouter, soustraire des termes. Vous pouvez tranquillement les multiplier entre eux, diviser à condition que la quantité par laquelle vous les divisez est non nulle. Vous pouvez passer n'importe quoi à une certaine puissance, mais le seul truc qui n'est pas autorisé, et vous pouvez résoudre des équations du type x carré égale un nombre. Le problème qu'il y a, c'est que cette équation-là, il y a quand même 3 cas de figure dans les réels. Dans les réels, donc il y a le cas où le nombre, donc x carré égale à a, donc le nombre a il est nul. Bon, bah dans le cas où le nombre a est nul, cette équation est très rapide. Vous dites que dans ce cas-là, si a est nul, bah forcément x carré égale à un nombre nul, c'est que x est nul. Deuxième cas de figure, c'est si a est strictement positif. Bah, si a est strictement positif, on a deux solutions. C'est-à-dire qu'on a racine carrée de a, et l'autre que vous oubliez, c'est x égale moins racine carrée de a. Et enfin, dernier cas de figure, bah justement, c'est si on a des nombres négatifs. X carré égale un nombre négatif. Dans les réels, vous faites what? Vous dites, mais il y a un problème, c'est impossible. It's impossible. Et bah pourtant, si. Il est possible, dans un certain cadre, de résoudre ce genre d'équation. X carré égale un nombre négatif. Dans les réels, à cause des propriétés de la fonction carré, effectivement, cette équation n'a absolument pas de sens. Mais du coup, c'est là que les mathématiques sont magiques. C'est-à-dire qu'au cours du XVIIe siècle, la question des équations qui n'avaient pas de solution dans R, du type x carré égale un nombre négatif, ça fait jaillir de nombreux mathématiciens à partir du XVIIe siècle. Et donc, c'est de là qu'on a pu inventer un nombre qui est le nombre i. Le nombre i qui est solution justement de cette équation-là, c'est-à-dire x carré égale moins 1. Et à partir de ce nombre i, on construit un autre ensemble qui est l'ensemble des nombres imaginaires. Ok. Et quand on imbrique ainsi l'ensemble des réels et l'ensemble des nombres imaginaires, quand vous faites un nombre imaginaire plus un nombre réel, on forme tout un ensemble qui est vachement plus grand que l'ensemble des nombres complexes. Ok. Donc ça, pareil, les nombres complexes, ça fera l'objet d'un vrai chapitre. On en parlera en long, en large et en travers. Et donc, dans cet ensemble de nombres complexes, on aura un certain nombre de propriétés. Et d'une part, déjà, la première chose que je peux vous dire sur ces nombres complexes, c'est qu'on peut les écrire sous une forme dite algébrique. Et que tout nombre complexe, on va pouvoir l'écrire de la forme A plus B. Où A, c'est la partie imaginaire réelle du nombre, et donc A, c'est un réel. Et B, c'est un réel, mais ça correspond à la partie imaginaire, puisqu'il est collé au B. Au I. Donc on y va. Alors, donc ça, voilà quelques petites définitions. Donc ça, c'est la partie réelle. Et ça, c'est la partie imaginaire. Alors pourquoi je vous pose ça maintenant? C'est parce que, justement, pour résoudre une équation donc linéaire homogène d'ordre 2, tout simplement, on va pas avoir le choix que de résoudre ce polynôme-là égal à 0. Okay, donc on va chercher les racines de ce polynôme-là. Et donc, on va être confronté à 3 cas. Premier cas, le discriminant est positif. Bon, ça, on sait faire depuis la première. Deuxième cas, le discriminant est nul. Ça, on sait faire depuis la première. Et du coup, on va pouvoir tout simplement aller plus loin. Et donc, aboutir à un troisième cas qu'on saura désormais faire, c'est si le discriminant est négatif. Le fameux cas, on vous a dit, oui, mais il n'y a pas de solution. Et si, il se trouve que ceux qui ont fait Maths Expert ont pris de l'avance sur vous, mais ils ont découvert qu'en effet, dans le cas où delta est négatif, l'équation AZ carré plus BZ plus C, admet une solution. Donc, théorème 1. On va poser la chose suivante. Donc ici, soit ABC réel avec A non nul. Donc, on va considérer donc le polynôme P d'indéterminé
déterminer x, donc j'appelle même grand X, qui s'écrit de la façon suivante. A grand X carré plus B grand X plus C. Et donc, le discriminant en notre delta, donc l'auton delta qui est égal à B carré moins 4AC, son discriminant. Alors d'ailleurs, j'en parlerai de discriminant, je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus, elle viendra sûrement peut-être avant, je verrai comment ça me vient à exprimer. Pareil, quand on fait des calculs et que vous faites un discriminant, il y a une façon de l'emmener, ok? Une façon de l'emmener, donc ça, pareil, je ferai une vidéo spécialement dédiée là-dessus. Mais écrire que delta égale B carrément 4AC, bah, en fait, si vous n'avez pas défini qui est A, qui est B, qui est C, non. Non, en fait, ça marche pas. Donc, du coup, je vous montrerai comment on note ça proprement. Parce que vous aurez remarqué que là, pour dire delta égale B carrément 4AC, j'étais obligé de définir qui est A, qui est B, qui est C. Donc, j'ai dit ce sont des réels. Et j'étais obligé de montrer à quoi ça correspond là, dans mon cas de figure. Ok? Donc, c'est discriminant de quoi? Bah, discriminant de P. Et donc, j'étais obligé de écrire qui est P avant. Ok? Vous voyez le délire? Une fois que j'écris ça, et bah, du coup, de là, je peux appeler delta égale B carrément 4C, son discriminant. Donc, le discriminant de P en l'occurrence. Et donc, on y va. On va avoir un certain nombre de choses. Si delta strictement positif, P admet deux racines réelles distinctes. Et donc, les formules sont les suivantes. Donc ça, vous connaissez bien normalement. Vous savez que dans ce cas-là, R1, vous l'écrivez comme moins B moins racine de delta sur 2A. Et R2, la deuxième racine, vous l'écrivez comme moins B plus racine de delta sur 2A. Ok. Ça prend un cas de figure. Deuxième cas de figure, c'est si delta est nul. Si delta est nul, le cas que j'aime beaucoup, c'est que en réalité, vous pouvez faire une identité remarquable. Et donc surtout que P, c'est comme ça qu'on la donne au départ, admet une racine double réelle. Ok. Et donc cette racine double, je vais la noter R0, est donnée par moins B divisé par 2A. Ok. En effet, bah, il suffit de prendre l'une des deux formules, hein, donc que vous avez lorsque delta est strictement positif. Et donc, vous mettez racine de 0, vous avez 0, et donc il vous reste quoi? Moins B divisé par 2A à chaque fois. Ok, donc ça, je vérifie assez facilement. Et enfin, si delta est strictement plus petit que 0, et ça devient intéressant, c'est que P admet donc deux racines complexes conjuguées. Waouh, ça fait beaucoup de choses. Alors, du coup, les racines complexes conjuguées, elles sont données de la façon suivante. C'est R1 égale moins B moins I racine de delta sur 2A. Et donc, I racine de delta en valeur absolue. Et R2, donc c'est moins B plus I racine carrée de valeur absolue de delta sur 2A. Donc voilà les trois cas de figure qu'on va manipuler cette année. Et donc en fonction de ça, et bah du coup on va se retrouver à avoir des solutions on va se retrouver avec des formes de solutions un peu spéciales. Donc voilà à quoi vont nous servir les complexes. Dans un premier temps, ça va nous servir à déterminer des racines pour un polynôme donné. Cependant, il n'y a pas que ça. On va même aller encore plus loin, puisque derrière, ça nous aide fortement à avoir l'allure des solutions. Enfin, l'allure et donc les solutions en tête. Donc pour cela, ça va être le théorème, c'est le théorème 2 de cette vidéo. Théorème 2. Donc, ça va être le théorème de résolution d'une équation différentielle linéaire d'ordre 2 à coefficient constant et second membre nul. Ok. Donc pour cela, on va considérer A, B, C réel avec A non nul. L'équation différentielle, donc, que je vais appeler la chose suivante, je vais appeler H, parce que c'est une équation différentielle homogène. Donc l'équation différentielle homogène qui est de la forme AY seconde plus BY prime plus CY égale à 0, dont le polynôme
caractéristique associée à E, à H, et le suivant. Donc, on a une équation différentielle coordonnate H, qui est de cette forme-là, dont le polynôme caractéristique associé à H est le suivant, et dont le discriminant, avec le discriminant de P, noté delta qui vaut donc delta égale B carrément 4AC, et bah cette équation différentielle là admet pour solution la chose suivante. Donc on va avoir trois cas de figure: le cas où delta est positif, le cas où delta est négatif, le cas où delta est nul. Donc on va commencer par le cas le plus simple, c'est si delta strictement positif. Alors H a pour ensemble de solutions, donc on note SH égale donc l'ensemble des fonctions qui s'associent lambda exponentielle R1 plus mu exponentielle R2. Voilà, où lambda et mu parcours R. Alors du coup oui, ça R1 et R2 ça sort pas nulle part, donc c'est R1x d'ailleurs. Ouais, x et la fois x. R1 et R2 ça sort pas nulle part. Ce sont tout simplement les racines réelles de P. Donc ça c'est le premier cas de figure. Ensuite deuxième cas de figure c'est si delta est nul. Alors H, enfin on va commencer plutôt par P. P admet une racine double que je vais noter R0 qui appartient à R, et l'ensemble des solutions de H égale à quoi? C'est l'ensemble des fonctions qui s'associent lambda x plus mu exponentielle la racine double R0 x, et après avec lambda et mu qui décrivent R. Et enfin troisième cas de figure, c'est si delta est inférieur à 0 strictement. Dans ce cas-là, P admet deux racines complexes conjuguées. Et donc ces racines complexes conjuguées, elles sont de la forme suivante. Alors du coup, ça va être de la forme R1 qui est égal à D plus oméga I oméga, et R2 est égal à D moins I oméga. Et dans ce cas-là, l'ensemble des solutions de H est quoi? C'est un ensemble de fonctions qui a s'associe lambda cos oméga x plus mu sin oméga x, le tout multiplié par exponentielle la racine réelle, enfin partie réelle des racines, donc le tout multiplié par exponentielle d fois x, et lambda et mu à chaque fois par cours R. Donc à l'intérieur des cosinus et sinus dans la solution particulière de cette équation dans la solution plutôt de cette équation différentielle H, et ben à l'intérieur des cosinus et sinus, vous allez mettre en plus du x la partie imaginaire. Voilà, donc le nombre qui coule au x, ça va à l'intérieur du cosinus et du sinus. Et pour la partie réelle, et ben du coup ça ira au niveau de l'exposant pour l'exponentielle. Ok, voilà. Et donc bien évidemment, vu que les racines sont complexes conjuguées, oméga est automatiquement non nul. Ok, mais je précise tout de même pour que ce soit assez clair pour tout le monde. Voilà. Ensuite, on va s'attaquer à la question des seconds membres particuliers. Parce que là, encore une fois, tout comme pour l'ordre 1, le problème ne sera pas de résoudre ce genre d'équation. Donc une équation homogène avec tout simplement un second membre nul. Le problème, ce sera de trouver une solution particulière et donc un second membre. Et donc, pour rappel, on va rappeler certaines choses assez rapidement. Mais du coup, pour des équations différentielles d'ordre 2, ce qui reste vrai en plus de l'équation homogène, ça va être la structure générale
des solutions d'une équation d'ordre 2, donc qui est de la forme solution générale qui est égale à solution particulière plus solution d'équation homogène. Et après, le principe de superposition, donc si vous avez une fonction f1, une fonction f2, telle que f1 plus f2, ça vous donne la solution particulière, et que f1 solution d'une équation 1 et f2 solution d'une autre équation, bah, quand vous faites la somme, bah, du coup, on a bien que fp est solution particulière de E. Ok, donc je vais vous écrire tout ça. Donc voilà, je vous ai écrit sur l'histoire pour aller un peu plus vite parce que c'est du plus ou moins déjà vu sur le premier membre. Donc, enfin sur le premier membre plutôt. Donc on récapitule tout ce que je vous disais oralement. Donc il vous faut à nouveau 3 réels ABC et A différent de 0 parce que sinon on retombe à une équation du premier ordre. Ensuite, il vous faut quoi? Il vous faut une fonction D qui sera continue d'un intervalle I de R. Donc là, je vais pas préciser, mais du coup, I, c'est un intervalle de R. Donc, dans l'intervalle I, il y a un valeur dans R. Et donc, on considère cette équation différentielle que j'appelle E. Donc, de la forme AY seconde plus BY prime plus CY égale à D de X. Et, en plus de ça, on considère FP une solution particulière de E souris. Dans ce cas-là, les solutions de E, ce sont toutes les fonctions qui sont de cette forme-là. C'est de la forme FP plus H, où H, c'est une solution de l'équation homogène souris, c'est-à-dire de cette équation différentielle-là. Ok? Donc ça, c'est la structure générale des solutions. Donc on a encore une fois, comme je l'ai dit, solution particulière, puis solution de l'équation homogène associée, pour l'ensemble des solutions d'une équation différentielle. Pour le principe de superposition, c'est exactement le même principe. Donc on prend ABC, 3 réels, A non nul, sinon on retombe encore une fois sur une équation d'ordre différentielle d'ordre 1. On prend 3 fonctions qui sont continues de I dans R, donc D1, D2 et D, telles que la somme D1 plus D2, c'est D. On va considérer E1, cette équation différentielle-là, E2, cette équation différentielle-là, et E, la dernière équation différentielle que vous voyez ici. Et donc, si F1 est solution de cette équation différentielle E1, F2, solution de cette équation différentielle ici, sur l'intervalle I. Dans ce cas-là, la solution FP, qui est égale à F1 plus F2, c'est solution de E sur l'intervalle I. Donc ça, c'est le principe de superposition. Une fois qu'on a vu ça, et ben on va s'intéresser au second membre particulier. Donc on va commencer avec des seconds membres de type exponentiel. Ok, voilà. C'est ceux qui vont nous prendre un peu plus de temps. Et après, on va enchaîner comme dans la précédente vidéo. Ok, donc donc là c'est le théorème 5. Le théorème 5, second membre exponentiel. Donc soit A, donc là c'est un peu toujours la même chose. ABC, c'est 3 réels. Vous prenez M aussi, A réel. Et donc, j'ai oublié de dire A différent de 0. Voilà. Et donc, on va considérer l'équation différentielle suivante. Donc, l'équation différentielle que j'appelle E, qui est de la forme AY' seconde plus BY' plus CY égale à 0. Exponentielle MX. Admet pour solution particulière la chose suivante. Donc on va avoir 3 cas de figure. Premier cas de figure, c'est si M est racine double. Ça c'est le pire cas, on va dire. Donc si M est racine double de la chose suivante. Donc de A grand X carré plus B grand X plus C. Alors, dans ce cas-là, la fonction qui a X associe X carré exponentielle MX et solution de E. Ensuite, deuxième cas de figure, c'est si M est racine simple. Donc racine simple de la même chose, c'est-à-dire de A grand X carré plus B grand X plus C. Alors, la fonction qui a X associe X exponentielle MX sur une solution particulière. Et si M n'est pas racine du polynôme que je vais écrire, donc de ax carré plus bx plus c, alors la fonction qui a x associe exponentielle à mx convient. Ok, elle convient et donc c'est une solution particulière de l'équation. Donc ça c'est pour un second membre juste exponentiel.
On va avoir à peu près la même règle pour des seconds membres qui sont exponentiels polynomiaux. Donc théorème 6, et avant ça, on va même parler de solution polynomiale, de second membre polynomiaux, pardon. Donc là, on reprend la même chose. Donc soit A, B, C réel. Donc n c'est un entier. Ici, on considère l'équation différentielle suivante. Donc l'équation différentielle, je l'appelle E. Tac, tac. Et donc c'est l'équation A, Y seconde plus B, Y prime plus C, Y égale à P de X, où P est une fonction polynomiale de degré n. Et donc du coup, on va voir trois cas de figure, ok. Dans les trois cas de figure que je vais vous citer, c'est quoi? Et ben on peut avoir le cas où tous les coefficients sont non nuls, on peut avoir le cas où C est nul, et on peut avoir le cas où B et C sont nuls. Ok, voilà. Et dans le cas où B et C sont nuls, et bah du coup voilà, on va avoir un certain nombre de choses qui vont se dérouler. Donc, premier cas de figure. Tac, tac, tac. Donc on va mettre que ça met pour solution particulière la chose suivante. Donc si donc on conseille si C est nul et B non nul. Donc la solution particulière c'est la fonction kx associée x carré q de x x pardon pas carré x q de x où q est une fonction polynôme de degré n. Si b égale c qui est égal à 0, la fonction kx associe x carré, c'est q de x, où q c'est la même chose, c'est une fonction polynomiale de degré n. C'est une solution particulière. Et troisième cas de figure, c'est si donc a c'est différent de 0 par hypothèse déjà. Donc si b est différent de 0 et c différent de 0, alors la fonction kx associe q de x, où q c'est une fonction polynomiale de degré n, bah c'est tout simplement solution particulière de E. Ok, donc voilà les trois cas de figure. Voilà. Donc voilà, je vous ai mis un petit peu en lumière quand même ce que vous devez avoir en tête. Ensuite, du coup, on va voir la même chose, mais quand on combine les deux, donc une fonction polynomiale exponentielle. Donc théorème 7, qui en fait va être une combinaison de 6 et de théorème 5 et théorème 6. Donc théorème 7, donc là c'est la même chose. Au départ, vous avez les mêmes hypothèses. A, B, C, ce sont des réels. A est différent de 0. Je vais prendre n dans l'ensemble des entiers naturels. Et donc, on va considérer l'équation différentielle suivante. Donc, on considère E qui est de la forme A, Y seconde, plus B, Y prime, plus C, Y égale à exponentielle. Alors oui, j'allais l'oublier. Il vous faut également un réel M, parce que sinon ça va pas marcher. Donc, on recommence. Une fois que vous avez A, B, C qui appartiennent à R, M qui est un réel et A qui est non nul, M qui est un entier naturel, on va pouvoir écrire la chose suivante. Donc, on considère l'équation différentielle que je vous mets là. AY seconde plus BY prime plus CY égale à exponentielle MX multiplié par P de X, où P c'est la même chose. Et bien P c'est quoi? C'est une fonction polynomiale de degré n. Bon, première chose, donc on va voir donc là, premier cas de figure, c'est si M est racine. Donc là, cette équation-là, j'ai oublié de dire, admet pour solution particulière. Donc si M est racine double, bah du coup, ça va être la fonction qui a x associée à la chose suivante. Donc x carré exponentielle mx multiplié par, on a dit la chose suivante, P de Q de x, où Q est polynomial de degré n. Voilà.
Ensuite, deuxième chose, c'est si M est racine simple de l'équation caractéristique. Hein. Voilà. Et bah, du coup, la fonction qui avec s'associe la chose suivante. Donc, x exponentielle mx fois q de x, où q c'est également une fonction polynomiale de degré n, et bah c'est une solution particulière à E. Et enfin, si M n'est pas racine de EC, donc des équations caractéristiques, la fonction qui est avec s'associe exponentielle mx q de x, où q c'est également une fonction polynomiale de degré n, et bah cette fonction-là est une solution particulière de E. Voilà, donc on a à peu près fait le tour, si ce n'est que d'un cas particulier qu'on va rencontrer comme second membre, ça va être les seconds membres exponentiels, ok? Et ainsi, ça va finir le chapitre, parce que c'est tout ce qu'il y a en termes de théorème. Donc, dernier théorème, qui sera le théorème 7. Bon, ce chapitre était très rapide, mais néanmoins, ça vous a fait ingérer un certain nombre de théorèmes en beaucoup de temps, enfin, en peu de temps, je veux dire. Donc, théorème 7, on y va. Soit A, B, C réel. Non, pardon. A, B1, B2. Donc, comment je vais vous faire ça? Non, on va faire ça mieux. Donc, soit A, B, C. Ensuite, on va dire D1, D2. Ça, c'est des réels. Voilà. Oméga, c'est un réel qui est non nul. Et donc, on considère... Donc ça, c'est pareil, vous voyez. Là, ça vous paraît peut-être anodin ce que je fais. Vous avez l'impression que je vous récite des définitions. Ça peut-être, c'est peut-être clair que ça donne, mais mine de rien, en fait, bah, c'est pas tant de la récitation que ça, dans le sens où, bah, mine de rien, quand vous apprenez une définition, vous apprenez une manière de formuler les choses, ok? C'est-à-dire, on verra au fur et à mesure des exercices, au fur et à mesure de l'année, comment qu'on va évoluer, mais vous verrez, il y a une façon d'emmener les objets, ok? C'est-à-dire qu'avant d'écrire n'importe quoi, n'importe quel calcul aussi chelou soit-il, il faut définir les objets bah, que vous allez manipuler. Et donc, pour cela, pour bien définir les objets qu'il faut manipuler, il faut les avoir en tête, il faut les visualiser. Et c'est pour ça, c'est pas forcément évident. C'est pour ça, peut-être, ça vous paraît que la récitation, ça vous paraît tout ce que vous voulez. Mais, eh ben, il faut absolument, ça, c'est un réflexe que vous allez avoir au fur et à mesure de l'année. Mais avant de manipuler n'importe quel objet soit-il, un entier, une variable, n'importe quoi, il faut le définir, ok? Donc, ce que je fais là. Donc, ça prend toujours un peu de temps, mais c'est capital. Donc, on va considérer l'équation différentielle suivante. Donc, A, donc bien évidemment, j'ai oublié de préciser, mais A est non nul, sinon ça ne change pas. Donc, AY seconde plus BY prime plus CY égale à la chose suivante. Donc, D1 cos oméga x comme ceci, plus D2 sinus oméga x, bah, cette équation différentielle admet pour solution particulière la chose suivante. Donc, on va avoir deux cas. Premier cas, c'est si tout simplement I oméga est racine de l'équation caractéristique. Bon, si oméga est racine de l'équation caractéristique, et bah du coup, la fonction qui a x associe x fois la chose suivante. Donc, lambda cos oméga x. Non, pardon, c'est pas forcément lambda, c'est bêta 1 cos oméga x. Plus bêta 2 sinus oméga x avec des bêta 1 et bêta 2 qui décrivent R à chaque fois. Et bah, dans ce cas-là, cette fonction-là, c'est bien une solution particulière de E. Dans le cas où I oméga est racine de EC. En revanche, si I oméga n'est pas racine de EC, on dirait une lettre chelou, donc I oméga, voilà. Donc si oméga n'est pas racine de l'équation caractéristique, bah, qu'est-ce qu'on va avoir? On va voir que la fonction qui a x s'associe bêta 1 cos oméga x plus bêta 2 sinus oméga x, bah, cette fonction-là, dans le cas où avec bêta 1 et bêta 2 qui décrivent R aussi, et bah du coup dans ce cas de figure, bon, ça décrit R, c'est la même chose, voilà,
Et ben dans ce cas de figure, cette fonction-là, forcément, elle va être solution particulière de E. Donc voilà, je mets en couleur un peu ce qu'il faut avoir en tête. Parce que c'est vrai que c'est pas évident. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo-là. Donc on a fait le tour sur les équations différentielles linéaires du premier et du second ordre avec des coefficients constants. Parce que après il y aura un second épisode où vous verrez que les coefficients ne sont pas constants. Et donc, on en reparlera justement après avoir fait les intégrales. Vous verrez que les méthodes de résolution de ce genre d'équations différentielles sont un petit peu spécifiques. Entre deux premiers, vous aurez des vidéos d'exercices, j'ai pas oublié. Donc, on va bien s'entraîner sur ce chapitre-là, que ce soit bien ancré pour vous et que du coup, quand vous faites ça surtout en physique, parce qu'en fait, vous avez manipulé des équatifs plus en physique qu'en maths d'ailleurs. Donc, une fois que vous l'avez capté en maths, en physique, vous serez opérationnel au moins. Du coup, vous n'aurez pas trop de soucis là-dessus. Et donc après, quand vous serez en physique, voilà, vous serez bien, vous serez opérationnel et puis vous déroulerez les équations différentielles facilement. Et ça sera vos amis. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'en dis pas plus et puis à la prochaine.